ici, vous voyez la solution initiale. Quand on dit solution, ce n'est pas forcément une solution aqueuse. Généralement, l'eau, il est très peu utilisée. On peut utiliser des solutions éthanoliques, d'autres solutions organiques. Donc, ça va être injecté ici. Voici la buse, elle est là. Donc, il y a un compresseur d'air ici, donc qui va ramener l'air comprimé pour injecter des gouttelettes qui sont très fines, hein. Donc là, vous allez pouvoir tout simplement faire rencontrer, regardez ici l'air chaud, regardez l'air chaud, il vient ici, hein. Donc il va tout simplement heurter votre aérosol, vos gouttelettes très fines, et ben, donc là, il va tout simplement les faire précipiter ici ou bien ici. Généralement, c'est ici qu'on collecte le plus. Vous avez cet effet de turbulence ici qui va permettre de collecter vos microparticules. Regardez ici, en phase réelle, voici la solution, elle est ici. Ça, c'est ici, vous avez, regardez, ça, c'est la pointe. Ici, c'est la buse de nubilisation, de pulvérisation. L'air, il vient ici, hein, il vient de la même sortie, donc il va heurter l'aérosol. Donc, une partie va être collectée ici, et voici la deuxième partie où va se collecter le reste. Après, il y a le circuit de l'air. Donc, ça, c'est un appareillage qui a permis donc l'obtention de beaucoup de micro-particules. Donc, il est très pratique et c'est une technique donc, qui est très utilisée. Je rappelle donc que, par exemple, pour certains cafés hydrosolubles que vous utilisez le matin, donc généralement, ils sont obtenus de cette façon-là par atomisation et par nébulisation. Donc, c'est un process qui s'applique en agroalimentaire, mais ici, c'est spécifique pour avoir des microparticules, hein. Donc, sinon, si c'est particules supérieures à 1 millimètre, donc ce n'est pas des microparticules. Bien sûr, avec ça s'ajoute la taille sphérique. Donc, ça, c'est un appareillage spécifique pour les microparticules et non pas pour les particules classiques. Donc, cet appareil permet donc l'obtention de microsphères ou bien microcapsules avec une taille entre 1 et 50 micromètres. Donc là, le départ, ça peut être une solution, ça peut être également une suspension et ça peut être aussi une émulsion. Mais généralement, on utilise soit des solutions, soit des émulsions. Généralement, à partir de solutions, on obtient des microsphères. À partir des émulsions, on obtient des microcapsules. Pour les suspensions, ça doit être vraiment très très fin pour ne pas boucher la buse de pulvérisation avec les particules solides. D'accord? Donc, parmi les paramètres qui influencent donc significativement le process, vous avez la température et le débit de l'air, la géométrie de la buse et la viscosité de l'aérosol. C'est pour ça que je vous dis, si vous utilisez des suspensions ou bien des émulsions qui ne sont pas fines, vous risquez tout simplement de casser votre appareillage. Alors, après avoir donc ces techniques-là, il y a une question. Oui. Monsieur, quel est le فرق بين النيبوليزاسيون séchage والكواسيرفاسيون هو كونه البوليمر والبرنسيب اكتيف في الأولى sont dissous وفي الثانية البرنسيب اكتيف dispersé. La différence entre la nébulisation séchage et la coaservation simple. Ben, mademoiselle, premièrement, la différence, elle est très grande. Donc, tu vois bien que pour la nubilisation, tu as besoin de cet appareil-là qui va vous coûter pratiquement centaines de mille de dinars. À peu près, ça va vous coûter au moins 100 000 dinars, 100 millions. Et pour la coaservation simple, vous pouvez le faire donc, dans quelques béchères avec un système de filtration et un système de purification. OK? Donc, cet appareillage-là, il vous offre la capacité de travailler en solution, en émulsion de polymère. Donc, il est pratiquement simple. Donc, vous allez exposer votre solution à de l'air chaud.
vous allez faire évaporer donc tout simplement votre solvant organique qui dissout en quelque sorte le polymère et voir le principe actif. Et vous allez avoir ici, hein, dans ce bloc-là, vos microparticules. Par contre, avec la coacervation, vous devez faire l'étape de coacervation. Après, vous devez faire le dépôt, la réticulation, la purification et la filtration. Donc, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même complexité, ce n'est pas le même appareillage. Pour le départ, généralement pour la coacervation, comme on l'a fait dans le schéma, on a besoin donc de travailler donc avec un principe actif dispersé, mais ça peut s'appliquer aussi avec un principe actif en émulsion. Vous avez vu les cas ici, hein, mais voilà, donc tout le reste s'applique d'une manière manuelle. Ici, c'est automatisé, mais le point en commun, dans les deux cas, on est en train d'abaisser la solubilité du polymère. Avec علاش ندورو نرجعوا pour le même principe, on abaisse la solubilité du polymère. Ici, vous voyez que vous êtes en train d'évaporer le solvant avec de l'air chaud, mais avec un appareillage spécifique, hein. Vous savez très bien que ce montage-là, maintenant, j'aime chez TG في labo, تحاول manuellement montage هذا. C'est impossible. Par contre, pour l'autre, pour la conservation simple, c'est applicable, il n'y a pas de souci. Ça va, j'ai répondu à votre question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Donc, pour la caractérisation maintenant de ces microsphères, donc généralement, on étudie la taille, hein. Pour la taille, il y a plusieurs techniques, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ça peut être fait par granulométrie laser, la DLS, la diffraction, light scattering. Donc, il y a des appareillages spécifiques, comme par exemple celui-là. Donc, vous voyez, donc, ce qu'on appelle le Master Sizer, c'est la firme Malvern commercialise ces appareillages-là qui permettent de caractériser la taille des microparticules en poudre par soufflage de l'air ou bien même en liquide à travers des cellules d'adaptation. Donc la technique, elle est laser. Vous voyez ici le rayonnement laser, c'est basé sur la diffraction. Bon, vous pouvez voir le principe ici, j'ai un peu décrit le principe ici dans le cours. Donc, ce n'est pas du tout compliqué, ce sont les lois de la biophysique. Après, donc, vous pouvez étudier la morphologie par microscopie électronique, comme je l'ai décrit par microscopie électronique de balayage ou bien de microscopie électronique donc, à transmission. Mais aussi, on peut étudier, parce que ça rentre quand même dans la gamme optique, on peut étudier par microscope, microsphère, excusez-moi, j'ai confondu. On peut étudier ça par microscope optique, hein. Les microscopes classiques que vous utilisez en biologie ou bien dans les TP classiques. Regardez, par exemple, cette image-là, ce cliché-là, il a été obtenu par notre microscope optique du laboratoire que vous utilisez, vous avez utilisé en TP de troisième année. Et ça fait partie d'un travail de thèse que j'ai encadré donc en 2016 et il a fini par l'obtention donc d'un titre de brevet national. Ce sont des microsphères qu'on a obtenues par encapsulation, par coacervation simple, hein. Ici, donc, c'est une technique qu'on a utilisée par coacervation simple et on a caractérisé la morphologie de nos microsphères par microscope optique. Et c'est très important de caractériser la morphologie parce que vous auriez une idée sur la sphérécité. Vous auriez également une idée si vos microsphères sont rapprochées ou bien sont séparées l'une de l'autre. Donc ça, c'est très important. On mesure également le potentiel zeta. On va voir après qu'on peut mesurer le potentiel zeta pour voir réellement en suspension s'il y a une bonne répulsion et qu'il n'y a pas après une tendance vers l'instabilité. Parce que comme je l'ai dit, ça doit s'écouler librement. Ça ne doit pas donc être instable. Et comme je l'ai dit, donc la sphérécité, c'est un critère d'exclusion ou bien d'acceptation de votre forme galénique. Donc, comme je l'ai dit, ça fait partie d'un travail
C'est pas un master, hein, c'était juste une thèse d'exercice classique que vous allez faire en sixième année. Donc, vous voyez ici la résolution, elle est différente avec un scanning electron microscope. Donc, ça, c'est microscope électronique à balayage. Et vous voyez très bien la résolution. L'échelle, donc, il est les plus faible. Ça, c'est à peu près à 5 micromètres. Ça, c'est un grossissement à 3000. Hein. Vous savez très bien qu'avec un microscope optique, on arrive à 1000, hein, 100 fois 10. On ne peut pas arriver à 3000 ici. Ça, c'est les paramètres. Ça, c'est en kilovoltage et tout ça, c'est le débit électronique. Et vous voyez que la sphéricité, hein, elle est très importante. Hein. Donc, ça, ce sont tout simplement des microsphères pour voie nasale, hein, à base de chitosan, le polymère qu'on a cité tout à l'heure. Et la molécule, c'est la dilithiazème. Voilà. Après, pour le taux d'encapsulation, hein, il faut quand même quantifier quelle est la quantité qui a été encapsulée de votre principe actif. Là, vous pouvez tout simplement faire la destruction, la solubilisation de toutes les microsphères. Vous pouvez faire aussi une filtration. Après, vous dosez par HPLC ou bien par spectrophotométrie. Donc, pour le profil de libération, vous pouvez l'étudier donc par des essais in vitro, un essai de dissolution simple. Donc, tout ça, vous pouvez le faire au fur et à mesure. D'accord? Donc là, c'est l'appareillage USB 4. Donc, vous avez vu ça en cours de biopharmacie. C'est pas des cellules classiques, hein. C'est pas des réacteurs 1 à part USB 1 ou 2, mais sont des cellules à flux qui coûtent cher, mais qui sont de plus en plus utilisées, même dans nos industries pharmaceutiques. Alors, maintenant, je reviens à la première question qui m'a été posée. Donc, des questions d'application, quelques exemples donc, de produits commercialisés. Mais on va voir que, bien évidemment, l'application n'a pas commencé avec les pharma. Hein. Donc après, ça a commencé avec l'imprimerie. Hein. C'est les papiers autocopiants, papiers sans carbone, avec les micro-capsules d'encre en 1968. En parfumerie, donc il y a certains papiers mouchoirs qui ont été commercialisés. Après, en textile, donc avec les tissus sans odeur, il y a aussi les tissus amincissants qui contiennent des microparticules de produits amincissants ou bien brûle-graisse. En cosmétologie, donc surtout pour piéger les radicaux libres et dans les crèmes, les préparations anti-âge. Dans le domaine pharmaceutique, vous avez donc les fameux décapeptides et la sandostatine LP. Donc ça, ce sont les systèmes réservoirs. Vous savez très bien que ce sont là ces systèmes hormonaux qui permettent donc tout simplement de déposer en sous-cutané les microsphères et après ça va libérer au fur et à mesure sur 15 jours. Donc on les prend sur une quinzaine de jours ou bien sûr jusqu'à un mois. Parmi les techniques, on va voir la chimio-embolisation, on va voir aussi les injections intracrâniennes. Et ça, c'est un exemple, comme je l'ai dit, de produits commercialisés. Mais il y a aussi certains produits, comme je l'ai dit, qui sont déjà destinés pour la voie orale, qui sont simples, que vous allez voir même avec une simple recherche par Internet. Donc là, on va voir un exemple de libération in vitro d'un principe actif à partir de microsphères. Donc regardez ici, ça, c'est un exemple de microsphère PLGA d'hexaméthasone. Donc, l'essai a été réalisé in vitro avec l'USP4, la cellule USP4, la cellule de diffusion qu'on a vue tout à l'heure. Regardez la libération, ça, c'est pas en heures, hein, s'il vous plaît. Ça, c'est en jours. Donc, à partir donc, du premier jour, vous avez à peu près 40%. Et regardez comment ça est en train d'augmenter. Ça atteint les 100% qu'au bout de 35 jours. Hein. À partir de 30 jours, ça atteint la circulation. Donc là, c'est même l'étude, donc le pH n'a pas pratiquement une grande influence. Ça, c'est à pH 2,4 et ça, c'est à pH, 7,4. Pour les images, donc là, c'est initial. Regardez, là, je vais vous montrer avec le curseur.
Donc là, le petit a, c'est à T0. Regardez, les microsphères et sont sphériques. Après, pour le petit b, ça c'est D5, D5, ça c'est à partir du cinquième jour. Donc l'érosion, regardez l'érosion et la libération. Là, c'est 10e jour, regardez, l'érosion elle est complète. Et à partir du 20e jour, regardez comment ça se présente. Donc ce sont d'excellents systèmes réservoirs qui libèrent d'une manière très très prolongée. Et bien sûr, comme on l'a dit, vous avez la possibilité d'avoir ici un polymère PLGA, c'est-à-dire biodégradable, qui ne nécessite aucune intervention pour l'éliminer. Autre application, donc ici, ça c'est quoi? C'est tout simplement une étude qui a été réalisée. Bon, ça c'est quoi? Ça c'est à peu près la même molécule, je pense. Mais on a changé ici la masse moléculaire, hein. Donc ça, parce que la masse moléculaire ou bien la viscosité du polymère, elle influence la libération. Donc ici, ils ont travaillé à 25 kDa pour le PLGA. Ici, ils ont travaillé avec 70 kDa et ils se sont arrivés à une libération, regardez, sur 80 jours. C'est à peu près 3 mois. Regardez, à 2 jours, ils sont à 40% et ici, ils sont à peu près à 80, à 100% ou bien de à peu près 2 mois et demi. Donc, normalement, vous allez me poser la question, ben, monsieur, pourquoi on peut opter pour une libération à 2 mois ou 3 mois? Eh bien, je vous réponds, on va voir, je pense, le cas après dans la présentation. Pour certains traitements, en particulier hormonaux, on a besoin d'une libération modérée avec un système réservoir ou bien une implantologie en sous-cutané ou bien peu importe l'endroit pour limiter donc le nombre d'injections pour le patient, surtout lorsque les patients ne sont pas trop tolérants avec les traitements, s'ils sont polymédiqués, s'ils n'ont pas envie de prendre leur traitement, et bien là, vous avez un traitement qui dure pendant 3 mois et vous êtes tranquille en tant que médecin et en tant que patient. Oui, je vous écoute. معناها له un effet prolongé ماهيش immédiat معناها Pour les micros, pour les micros, pour les micros, oui, oui. Pour les micros, ce sont des systèmes réservoirs à libération. C'est pas une libération prolongée, mais c'est une libération modulée, comme je l'ai dit, qui va dépendre du principe actif, qui va dépendre donc du polymère utilisé. Ouais. Une autre question? Mhm. بس ما فهمتش شنو الفايدة باش ناخذ الميديكامون هذايا اللي هو بعد 3 شهور باش يبدا يعطي ليفي نتاعو. مش بعد 3 شهور يعطي ليفي نتاعو. اغزر هنا شوف mademoiselle. Vous avez 40% déjà à T0. Ça, c'est une dose d'attaque, si tu veux. Après, ça va être une dose, tout simplement, d'entretien ou bien tout simplement une dose qui va être progressive et qui va être élevée au fur et à mesure progressivement. Regardez bien ça. Ben, alors je vais vous montrer un cas pratique. Regardez ici. Donc, des produits qui ont été mis sur le marché déjà depuis 1990. Comme je l'ai dit, c'est pas trop ancien, hein. Donc, ça vient d'être prendre leur place et ça continue au fur et à mesure. Donc, ici, par exemple, vous avez pour cette molécule-là, regardez, la leuproroline acétate. Regardez, elle se présente sous forme de 2 formes commercialisées. Lupron dépôt, hein, dépôt, ça veut dire déposer, et après trinantone. On va voir quelle est la différence entre ces deux-là. Et regardez la pathologie ici, mademoiselle. C'est pas, vous n'allez pas, c'est-à-dire, les patients ne vont pas prendre ça pour un mot-tête ou bien une inflammation aiguë. Regardez là, ce sont des pathologies lourdes. Cancer de prostate, déficience d'hormones de croissance, cancer prostate, un anticancéreux, une schizophrénie. Donc, on parle ici de pathologies qui sont trop lourdes, avec des patients qui sont fragilisés, avec des patients qui sont déprimés, d'où l'intérêt. Et on va voir l'intérêt ici en cas pratique. Ici, regardez ici. Donc,
Euh, donc, l'intérêt, c'est de réduire la fréquence de prise parce que ces patients-là ne vont pas prendre ces traitements-là par voie orale, hein. Vous imaginez ça, hein. Vous êtes d'accord? Donc, d'un côté, ça va limiter leur aller-retour sur les cabinets médicaux, en particulier sur les hôpitaux. Après, l'exemple le plus pratique, quand j'en ai parlé, c'est les injections des microsphères d'hormones de croissance humaine. Juste une fois par mois, grâce à ce système-là, donc il a pu être réalisé. Donc, c'est un avantage utile pour les patients donc, où la surveillance et l'accompagnement sont des contraintes majeures, par exemple les enfants en gériatrie et les enfants atteints de troubles psychologiques graves. Donc, le premier cas pratique, c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est le proreline acétate. Regardez, donc ce produit-là, il permet tout simplement d'inhiber la synthèse de testostérone qui stimule tout simplement la croissance du cancer de prostate. Donc, dans le cas, chez les personnes atteintes de cancer de prostate, on a besoin de bloquer la production de testostérone parce qu'elle permet tout simplement d'augmenter ce cancer-là. Alors, les microspères à base de PLGA, je rappelle, le PLGA, c'est le polymère dégradable qui va assurer donc le traitement de ce cancer-là. Qu'est-ce qu'il va entraîner? Il va bloquer donc ici la GNRH et vous savez très bien que lorsque vous bloquez la GNRH, vous allez tout simplement augmenter la sécrétion de la FSH et la LH et par contrôle négatif, vous allez bloquer tout simplement la production des hormones sexuelles comme le testostérone dans son taux sérique. Donc l'objectif sera tout simplement d'inhiber la production de la testostérone, c'est pas sur un jour ou bien sur 2 jours, mais sur une période longue. Alors, ici, on a tout simplement donc une étude in vivo chez les rats lorsqu'ils ont pris tout simplement le proreline, lorsqu'ils ont pris tout simplement le proreline. Regardez, ici donc, ici vous avez donc tout simplement les prises de le proreline. Regardez, donc dans le premier schéma ici, ils ont pris donc là le proreline ici. Regardez ici la concentration de testostérone. Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de testostérone. Donc, en termes d'efficacité, elle est très, très efficace. Alors, comme vous voyez, comme je l'ai dit maintenant, ça, ce sont les injections, hein, ce sont des injections mensuelles. Et ici, vous avez tout simplement la concentration en testostérone. Et dès la première injection, elle a été bloquée. Donc ici, il a fallu 3 injections ici pour bloquer la testostérone sur 3 mois. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, la firme japonaise, je pense, Takeda, je pense qu'ils sont japonais. Eh bien, tout simplement, ils ont créé ce produit-là, le deuxième produit, c'est la trinantone, qui, ben, tout simplement, a remplacé ce produit-là parce qu'elle libère sur 3 mois. Donc, la leuproroline acétate, elle libère sur 1 mois, mais la leuproroline acétate en sa forme trinantone, elle libère sur 3 mois. Et je vous ai montré tout à l'heure un cas de figure ici avec un exemple, donc tout simplement de dexaméthasone en augmentant donc tout simplement ici la résolution ou bien la densité du polymère, comment on peut avoir une augmentation de libération. Donc ça, mademoiselle, ça c'est un dépôt sous-cutané, hein. Vous avez un réservoir qui est sous la peau. Vous êtes tranquille, les polymères sont biodégradables et vous pouvez assurer la sécurité d'un patient atteint de cancer de prostate sans avoir besoin d'oublier ou bien de prendre ce traitement pas le soir ou la nuit, mais vous allez le réconforter pendant 3 mois. Un deuxième cas pratique, ici, ben, vous voyez très bien que ce pauvre patient, il est en train d'avoir une injection intracrânienne de micro-particules, donc ce qu'on appelle la
taxi, hein, ça c'est une injection stéréotaxique de microparticules biodégradables encapsulant des substances actives. Là, c'est dans le tissu cérébral. Ça, c'est l'injection, eh ben, tout simplement dans le site d'action. Après, vous n'allez pas avoir besoin de réouvrir le crâne pour retirer ce qui a été injecté parce qu'ici, les polymères sont biodégradables. Donc, l'intérêt ici, c'est de contourner la barrière hémato-encéphalique qui ne laisse pas laisser les molécules liposolubles de faible poids moléculaire. Ainsi, il limite les traitements des maladies cérébrales. Il limite également ce traitement des effets secondaires invasifs à forte dose. Et il permet également d'assurer la libération prolongée grâce à la micro-encapsulation. Donc, il permet de traiter de tumeurs qui ne sont pas accessibles par chirurgie. Voilà, donc avec ça, on termine la partie relative à la micro-encapsulation. Donc, comme vous voyez, j'ai pris pas mal du temps là-dessus parce qu'après, on va faire un passage rapide sur les techniques de nano-encapsulation ainsi que les liposomes. Parce que si vous avez compris bien le principe, l'intérêt donc des microparticules, après, donc, ça va être tout simplement par analogie. Il y a quelques spécificités, bien évidemment, mais ça va être à peu près la même chose. Donc, on prend une petite pause de 5 minutes et après, donc, on relâche automatiquement le reste du cours sur à peu près pendant 20 minutes à une demi-heure. On termine le tout. D'accord? Voilà. Ensuite, hein.
Et donc, on termine le cours, s'il vous plaît. Vous voyez mon écran, s'il vous plaît? C'est bon, Oui, vous voyez mon écran? oui, Très bien. Donc, on va terminer cette partie sur les nanoparticules. Donc, rapidement, le plus important pour moi, c'est de maîtriser la partie micro-encapsulation, microparticules. Après, pour le reste, donc, ça peut être vu après, à long terme, que ce soit dans des études spécialisées de troisième cycle, dans les parcours de recherche, ou les aides avec vos lectures et avec, par exemple, lors de votre thèse d'exercice pour votre internat. Alors, ils sont définis par une taille entre 10 et 1000 nanomètres. Donc, je rappelle qu'un micron, ça correspond à 1000 nanomètres. Donc là, on n'arrive pas à les voir ni avec l'œil nu, ni avec microscope optique. Donc, ils se divisent comme tout à l'heure, hein, avec deux formes principales, les nanosphères, comme vous voyez ici, et les nanocapsules. Donc, ça permet d'encapsuler à la fois des liquides, des solides, ce que vous voulez. Donc, système matriciel, système réservoir. Donc, généralement, ils sont formés de polymères biodégradables, ainsi qu'on peut intégrer des lipides pour avoir un corps huileux dans certains d'entre eux, afin d'avoir la forme nanocapsule. Donc, les principes actifs peuvent être absorbés à la surface dans certains cas, mais ce n'est pas trop pratique. Généralement, les substances actives sont encapsulées à l'intérieur. Voilà. Donc, pour les procédés de fabrication, il y a les méthodes de polymérisation de monomères, c'est-à-dire la polymérisation interfaciale qu'on a vue tout à l'heure. C'est pour ça que je vous ai demandé de bien suivre tout à l'heure. Il y a également des méthodes qui utilisent les polymères préformés, donc l'émulsification, évaporation de solvant, la nanoprécipitation, le salting out et l'émulsification diffusion. Donc, on revient toujours au même principe qui est insolubiliser le polymère, c'est-à-dire réduire sa solubilité. Les méthodes donc diffèrent essentiellement par l'utilisation ou non de l'émulsification. Donc, on a vu tout à l'heure que ce soit en polycondensation interfaciale pour les microcapsules ou en spray drying, qu'on peut partir d'une émulsion. Avec les nanos, c'est un cas très fréquent parce que généralement, ça se passe comme ça et c'est avec les nano-émulsions qu'on arrive à réduire la taille des gouttelettes au maximum pour avoir des nano-émulsions et à partir desquelles on obtient des nanoparticules. Donc la première technique qu'on va voir ensemble, regardez, c'est pas trop ancien, c'est récent, 1980 à peu près, l'émulsification évaporation de solvant. Donc le première phase, donc c'est former tout simplement une solution donc, de principe actif et de polymère, la phase organique. Après, vous dispersez cette phase dans une phase aqueuse qui contient l'eau et la surfactant. Vous réduisez la taille des émulsions avec des ionisateurs afin de pouvoir limiter la taille. Après, donc, vous allez tout simplement opérer, évaporer le solvant et vous allez faire précipiter donc tout simplement vos nanoparticules. Ça va nécessiter un savoir-faire en termes de purification et pour l'émulsification. Et au final, donc, vous aurez des nanoparticules qui vont encapsuler, dans ce cas-là, les substances actives qui sont lipophiles. Voici le schéma technique, phase organique, phase aqueuse, émulsification grossière. Là, vous aurez besoin de réduire la taille de particules et l'évaporation de solvant va vous permettre d'avoir vos nanoparticules. Donc, deuxième cas, hein, c'est la nanoprécipitation. Ici, c'est une méthode qui a été développée par le grand Hatem Fessi et son équipe à Lyon. Donc, je rappelle que Hatem Fessi fait partie de l'enseignement de notre master de développement de médicaments. Il m'a enseigné personnellement et c'est le chercheur avec le plus grand nombre d'articles en France. Il est tunisien, il vient souvent en Tunisie et c'est une personne vraiment qui a fait beaucoup de brevets, qui a fait beaucoup de recherches dans cet axe-là. Voilà, c'est un petit hommage à lui. Alors, la nanoprécipitation développée par Hatem Fessi, tout simplement,
vous allez dissoudre un principe actif plus une huile si vous voulez avoir de nanocapsules dans une solution organique de polymère. Donc, ça va constituer une phase organique. Après, vous allez tout simplement ici utiliser un solvant ici qui est généralement semi-polaire, c'est-à-dire vous optez le plus pour l'acétone ou bien l'éthanol. Et ici, donc, votre solvant. Donc, pour cette technique-là, il y a un choix très important. C'est votre solvant, il doit être miscible à l'eau. Je rappelle ici le solvant, soulignez ça, il doit être miscible à l'eau. Donc, je rappelle, principe actif, voire plus huile et polymère dans une solution organique. Et après, donc, vous allez choisir un solvant miscible à l'eau. Qu'est-ce qui va se passer après? Ben, tout simplement, la phase organique, elle est injectée. Regardez, ici, la notion hein, injectée, c'est-à-dire ajoutée en petite quantité, sous agitation moyenne, dans une phase aqueuse comprenant un surfactant hydraté, par exemple l'alcool polyvénique, et dans laquelle le polymère et le principe actif ne sont pas solubles. Ça peut être tout simplement l'eau. Hein. Généralement, on utilise l'eau comme tout simplement comme non-solvant. Alors, les nanoparticules ici vont tout simplement instantanément se former sous l'effet de diffusion de solvant, d'où le nom nanoprécipitation. Après, le solvant organique est éliminé par évaporation. Regardez le schéma technique. Donc ici, polymère plus principe actif plus solvant, voire l'huile si vous voulez. Injection par petite quantité. Ici, regardez la phase qui va recevoir cette injection, c'est l'eau plus le tensioactif tout simplement. Et avec l'injection, vous avez la nanoprécipitation. Voilà, après vous évaporez, vous éliminez, vous allez avoir tout simplement votre nano-suspension que vous allez purifier. Technique révolutionnaire permettant d'avoir donc des nanoparticules entre 100 et 500 nanomètres avec un très faible apport d'énergie. Cette méthode permet donc tout simplement d'encapsuler les substances actives lipophiles très utilisées. Le salting out, un autre process qui a été développé à partir de la nanoprécipitation. La seule différence ici, c'est que vous allez réaliser la précipitation non pas par modification de solvant, mais par saturation d'un électrolyte, par exemple dans ce cas-là, le MgCl2. Donc, si vous avez bien compris la nanoprécipitation, ben, le salting out, c'est tout simplement une déduction. Regardez ici, toujours on passe par la phase émulsification et on sature ici avec le MgCl2. Après, tout simplement, la dilution va permettre de libérer les nanoparticules que vous allez purifier et tout simplement faire précipiter. Dernière technique, ce qu'on appelle l'émulsification-diffusion. Regardez la date ici de développement, hein, ça fait pas très longtemps, c'est 1995. Toujours un Français, Leroux et Hall, eh ben, c'est une variante du salting out, hein, c'est-à-dire c'est quand même une petite optimisation de la technique précédente par MgCl2 et elle permet donc, elle évite tout simplement l'utilisation d'agents dissolvants qui nécessitent une purification, c'est-à-dire elle était faite pour éviter tout simplement la purification. Alors, donc, toujours la même chose, polymère plus principe actif dans le solvant organique, l'émulsification de la phase organique dans la solution aqueuse, donc qui est déjà saturée en solvant et contenant un stabilisant. Après, tout simplement, la dilution va provoquer l'obtention de ces nanoparticules et la diffusion de solvants. Donc, toujours le schéma technique ici, elle ressemble beaucoup à la technique de salting out, qui, elle, ressemble à la technique de la nanoprécipitation. Donc maintenant, juste pour la caractérisation donc, des nanoparticules, donc toujours la diffraction au rayon laser, la microscopie électronique pour la morphologie, on caractérise la stabilité, on utilise également le potentiel zeta, c'est comme les nanoémulsions classiques. Pour le taux d'encapsulation en DAS de principe actif, soit par HPLC, soit par les différentes techniques, parce que des applications des nanoparticules concernent également les nanotechnologies. Hein. Les médicaments de la biotechnologie
peuvent être encapsulés, les protéines, les vecteurs, les anticorps monoclonaux. Donc, tout ça peut être utilisé ici. Ben, les applications, la faible taille permet leur injection par voie intraveineuse. Les possibilités de ciblage thérapeutique par greffage, donc de vecteurs pour reconnaître des cellules spécifiques ou bien pour s'attaquer à certains tissus, comme par exemple dans le cas de cancer, pour les anti-inflammations, pour les antifongiques. Donc, ils offrent la possibilité d'assurer cette vectorisation. Voilà, donc un mot sur les liposomes, à peu près, donc les liposomes, donc c'est tout simplement des systèmes nanoparticulaires qui sont composés, donc ici, vous voyez très bien, par une bicouche phospholipidique, dont on utilise des lipides naturels pour former ces liposomes-là. Généralement, ça peut contenir le cholestérol pour assurer la fluidité et le maintien donc, de l'enveloppe. Pour les liposomes, donc, ils se présentent pour trois catégories, LUV, MLV et SUV. Donc, la taille, elle fait la différence, ainsi que le nombre de couches qui permet donc de différencier les différentes parties des liposomes. Également, donc, on peut faire complexer ici des anticorps, on peut faire complexer ici, on peut péguiler également pour rendre les liposomes furtifs et pour qu'ils s'échappent au système immunitaire, surtout les macrophages et les systèmes donc, qui permettent d'éliminer tout corps étranger. Donc, on peut les rendre furtifs et on peut faire le targeting, ce qu'on appelle la vectorisation. Mais franchement, en comparaison avec les nanoparticules polymériques, les nanoparticules l'emportent parce que les liposomes souffrent un peu de problèmes de stabilité. Mais quand même, en thérapeutique, ils sont exploités, ils sont utilisés. Beaucoup de médicaments sont déjà commercialisés. Mais comme je l'ai dit toujours, ce problème de stabilité, donc généralement, c'est en quelque sorte, c'est une limite pour leur développement. Donc pour leur fabrication, c'est pas très compliqué. Il y a une méthode basée sur la réhydratation d'un film suite à l'évaporation du solvant organique. Après, donc, vous aurez regardez. Donc ici, vous avez tout simplement les lipides. Vous allez les mettre en solution ici dans un solvant organique. Après, le fait que vous allez évaporer votre solvant, vous auriez un film ici qui se forme. Donc, ça peut être fait dans un ballon, hein, dans un bécher. C'est pas très compliqué. Après, donc, le fait de réhydrater avec l'eau, donc ça va donner automatiquement des capsules qui sont vos liposomes que vous allez donc tout simplement filtrer, centrifuger et purifier. Donc, cette méthode, donc, comme vous voyez, elle est ancienne et elle permet d'avoir des liposomes de taille élevée. Donc, la distribution aussi n'est pas très homogène. Pratiquement, c'est une technique qui a été un peu délaissée, mais le principe, c'est ça, hein. Donc, le principe, c'est tout simplement dissolution, évaporation, réhydratation et après vous aurez toujours liposome. Ça ne va pas être différent pour les autres techniques. Donc la deuxième technique, c'est l'injection d'une solution organique de phospholipides. Ça va ressembler en quelque sorte à la nanoprécipitation. Regardez, donc ici, les lipides sont dissous dans l'éthanol. Après, vous allez tout simplement injecter, donc il y aura ce qu'on appelle une nanoprécipitation. Donc, vous allez injecter ici votre phase organique dans une phase aqueuse. Et après, donc tout simplement, vous allez éliminer par rotavape l'éthanol et vous allez avoir vos liposomes. Donc, ce n'est pas une méthode qui est très, très compliquée et elle est reproductible en laboratoire avec un petit matériel. Donc, on contrôle la taille, la morphologie, le potentiel zeta. On peut également faire la lamellarité des vésicules. Pour la stabilité, donc des instabilités d'origine physique peuvent modifier donc d'une manière importante le principe actif encapsulé. Voici des exemples. Donc l'amphotéricine B et l'ambisome injectés par voie IV. Elle a permis donc de révolutionner le traitement par l'amphotéricine B chez les patients parce qu'elle entraîne beaucoup d'hépatotoxicité. Donc, le fait de l'avoir encapsulé sous forme de liposome, le traitement, il existe en Tunisie, mais il est cher. Je pense que l'injection, elle est à 1 500 dinars pour les patients qui sont à risque. Vous avez également la doxorubicine, ça c'est un anticancéreux. Il est commercialisé aussi sous forme d'oxyle.
Donc, beaucoup d'applications hein, donc, sont utilisées pour commercialiser sous forme de liposome. Donc, en conclusion, les sphéroïdes et les nanoparticules sont un atout majeur pour augmenter le potentiel thérapeutique pour certaines substances actives, réduire également leur toxicité. Les principes actifs, donc faiblement solubles dans l'eau, également ont pu voir relancer leurs études de recherche et développement parce qu'avant, on avait un problème par rapport à leur biodisponibilité. Le choix, qu'est-ce que vous allez faire? Des nanos, des micros ou bien des liposomes, donc repose sur la parfaite maîtrise du process, la cible thérapeutique et la voie d'absorption. Donc, je rappelle que ces formes ne sont pas très difficiles à obtenir, mais le fait de pouvoir contrôler le process, de maîtriser, ça vraiment, ça va nécessiter un savoir-faire très, très important pour pouvoir les réussir. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop lent, bien très rapide sur certaines parties. Donc, je vous écoute pour les questions avant de se quitter. Fadl, ouais. Monsieur, juste une question. Fadl, hein. Monsieur, معناها ces genres de médicaments نستعملوا فيهم نحن معناها dans nos hôpitaux. موجود كما باغ اكزومبل لومبيزوم الاخراني موجود زاد كيف لي ميكرو بارتيكول انجكتابل كما اللي حكيت لكم عليه قبيله موجود بون vous pouvez معناها كومبليتي خاطر احنا راهو لو كور je rappelle معناها le cours en apprentissage universitaire c'est une clé hein. معناها on n'est pas censé donner un savoir-faire énorme vous donner l'information. Mais tout, vous la complétez l'information, de la clé éthique, vous ouvrez avec lesquels, que ce soit les bouquins, vous avez Internet, vous avez tout ce qu'il faut pour accéder à l'information. C'est ça. OK? Ok, merci. D'autres questions? Donc, le cours prochain, ça va être mon dernier pour vous, pour cette année-là. Donc, il va être sur les adjuvants. Donc, ça va être la prochaine fois. Bon, comme je l'ai dit, si vous avez d'autres questions, de toute façon, les supports réseau, je vais les mettre sur la plateforme de l'UVT. Si vous avez des questions, donc vous pouvez les mettre directement ici sur Teams, ou là, vous pouvez me contacter par mail ou là sur le forum de l'UVT. Voilà, donc je vous remercie. Bon courage et bon week-end à vous tous, hein. Merci. Merci, monsieur.